c'est mal vu en fait d'être maman solo. C'est vraiment une triple condamnation parce que tu es condamné par la société, tu es condamné par ta propre famille et tu es condamné aussi au niveau de la religion. Donc elles sont rejetées de tous côtés et même de leurs propres parents. Et j'ai vécu des années où je me suis perdue en fait parce que je faisais des choses qui ne me correspondaient pas et il m'a fallu beaucoup de temps avant de réaliser. J'ai compris il n'y a pas longtemps qu'en fait, c'est cette culture qui m'avait embrouillée, qui avait voulu enlever en fait ma personnalité pour me faire correspondre à une bonne malgache. Bienvenue dans le podcast La clé de soi. C'est un rendez-vous pour les femmes qui se demandent comment reprendre les rênes de leur vie. Ici, on parle de tout ce qui bloque notre potentiel, ce qui limite notre audace, ce qui empêche notre épanouissement, mesdames. Je suis Julita, votre guide dans cette aventure de découverte de soi. Je suis coach en transformation personnelle. Alors, si vous sentez que vous vous êtes oublié dans votre quotidien, que vous vivez une vie sous pression qui ne vous correspond pas ou plus, rejoignez le programme La Clé, mon accompagnement qui vous aidera à ouvrir un nouveau chapitre dans votre vie. Pour cela, il vous suffit de programmer le rendez-vous téléphonique avec moi. Le lien est dans la description. Dans ce podcast, je vous réserve des rencontres passionnantes et des partages inspirants. Alors, abonnez-vous dès maintenant. Et si vous êtes prête pour l'épisode du jour, on peut commencer. Et aujourd'hui, je reçois Oli Rafali Manana. Bonjour Oli. Coucou Julieta. Ça fait longtemps que j'ai envie de t'inviter dans ce podcast parce que tu es une personne tellement inspirante. Tu as des partages sur des réseaux sociaux qui sont très différents de ce qu'on peut voir chez les autres. Tu es animé par quelque chose qui est plus grand, plus spirituel et tu as plusieurs casquettes que je vais présenter. Mais avant tout, comment vas-tu? Écoute, moi je vais bien et encore plus en entendant tous tes mots, vraiment, ça me touche énormément. Et ça me rassure aussi parce que comme tu dis, c'est vrai que sur Insta, il y a beaucoup de codes qu'on doit respecter, il faut suivre les algorithmes et tout et j'ai beaucoup de mal avec ça. Je Hmm. t'avouerai que j'ai beaucoup de mal parce que j'ai l'impression des fois de me perdre dans mon authenticité, dans ma spontanéité et puis il y a des fois où tu verras, il y a des longues pauses parce que, je me dis: «Ça correspond pas à ce que je dois poster» et quand tu me dis qu'on sent justement cette différence-là et qu'au contraire, ça t'inspire, ça m'encourage vraiment à rester telle que je suis, puis finalement à poster tel que moi je l'ai conçu dans ma tête. Voilà. Alors, je t'encourage vraiment parce que tu m'inspires, mais je suis sûre que tu inspires énormément de personnes. Tu es fondatrice d'une association bénévole dont tu nous parleras. Tu as une activité dans l'art événementiel et tu travailles dans l'accompagnement. Et le point commun de toutes ces activités, c'est la femme. C'est ça. Tu Alors, as ta tout place dans le défini. podcast La clé de soi, qui s'adresse aux femmes qui ont Mmh. besoin de reprendre les rênes de leur vie, celles qui se sont oubliées, celles qui se sont sacrifiées peut-être, ou juste réveillées aujourd'hui. Tu as toute la place dans ce podcast et je suis ravie que tu aies accepté mon invitation. Mais avec plaisir, Julieta, vraiment avec plaisir. Et puis oui, effectivement, on a beaucoup de points communs. Je voudrais juste rajouter dans cette déjà longue liste que tu as énumérée, les femmes aussi qui ne se sont jamais connues. On s'est retrouvées toutes les deux en préparant ce podcast autour d'un sujet presque naturel pour nous, très Mmh. fort, et celui qui personnellement m'anime quotidiennement, c'est l'estime de soi au féminin. Comment augmenter ce foutu estime de soi, Mmh. comment se respecter, comment mettre ses limites, comment définir ses contours quelque part. Mmh. Toi, tu le fais à travers de tes activités. Par laquelle veux-tu commencer?
Laquelle tu veux mettre en lumière en premier? Moi, je pense que je vais déjà parler de l'association parce que c'est là où tout a commencé en fait. Là, tu as énuméré l'association, l'art événementiel et l'accompagnement, et en fait, ça s'est vraiment fait dans cet ordre-là. Et c'était pas une évidence du tout au départ, mais ça s'est fait vraiment de manière naturelle, si tu veux. L'association, donc moi, je suis chrétienne et c'est une vision qui a été déposée sur mon cœur. Tu me dirais, il y a 5 ans, Oli, tu as créé une association. Très honnêtement, je t'aurais ri au nez, j'aurais été impossible. C'est un truc que je ne ferai jamais de ma vie, du bénévolat et du gnangnan et tout. C'est vraiment quelque chose qui ne m'a jamais intéressée. Mais là, la vision était tellement forte que j'ai pas pu dire non. Et en plus, je me suis positionnée sur l'accompagnement de mamans solo, donc que je ne suis D'accord. pas, des mamans solo de Madagascar. Donc moi, je suis mariée, donc c'est pas forcément quelque chose qui me concernait. Mais justement, pourquoi est-ce que je me suis tournée vers cette catégorie de femmes-là? C'est parce que en étant mariée, j'ai connu des moments de solitude dans ma maternité en tant que Mhm. maman. Je me suis dit, mais je suis toute seule en fait dans ce fardeau, entre guillemets. Je me retrouvais vraiment toute seule et je ne sais pas vraiment, j'ai pensé à toutes ces mamans, particulièrement à Madagascar, parce que c'est mal vu en fait d'être maman solo. C'est vraiment une triple condamnation parce que tu es condamné par la société, tu es condamné par ta propre famille et tu es condamné aussi au niveau de la religion. Donc elles sont rejetées de tous côtés et même de leurs propres parents. Et là, j'ai vraiment eu une énorme compassion envers ces femmes qui ont été rejetées uniquement à cause de leur statut. Elles sont Mhm. passées d'un statut de femme à un statut de maman. Et je me suis dit, ces femmes, en fait, elles ne s'aiment plus pour quelque chose dont elles ne sont pas forcément responsables, en tout cas pas toutes seules. Et donc, j'avais vraiment envie de leur dire, en fait, c'est pas ton statut qui va te définir et qui t'a défini. Donc, l'idée première, c'était de les sortir de la solitude et de les réapprendre à s'aimer. Et Elles se qu'est-ce qui sont s'est aimées avant. passé sur ton parcours, comme tu me dis, d'une fille qui n'a jamais pensé de monter une association à être engagée dans cette cause? Est-ce qu'il y a un événement qui a déclenché? Pas du tout, absolument pas. Alors moi, j'ai toujours naturellement accompagné des femmes. J'avais déjà un groupe de femmes que j'ai toujours animé pour les accompagner dans leur recherche d'emploi, par exemple, vraiment pour retravailler un CV, pour qu'elles apprennent à se vendre sur des choses où elles se sous-estimaient. Et il y avait aussi donc des groupes de femmes que j'animais chrétiens pour qu'elles puissent retrouver leur place en tant que chrétiennes et dans leur vie au quotidien. Donc, si tu veux, c'est quelque chose qui était naturel pour moi déjà, d'accompagner des femmes dans la recherche de leur valeur, de leur estime de soi. Et Hmm. ensuite, il y a eu ce passage à vide quand on devient maman et qu'on se retrouve seule, mais il n'y a pas eu de déclic vraiment en disant je vais le faire. C'est vraiment une vision qui a été déposée et j'étais sur une terrasse avec une copine en juillet et je cherchais une activité commercialisée à l'époque de la vanille de Madagascar. Et là, c'est arrivé tout d'un coup, je vais créer une association pour des femmes et je vais mettre cette vanille au service de cette association-là. Et au fur et à mesure, bah, ça s'est précisé, c'était des femmes seules, des femmes, voilà, des mamans solo. Comment tu les aides, ces femmes-là? Alors l'association aujourd'hui, j'ai 3 gros piliers. Donc sortir de la solitude. Ce que je fais, c'est qu'on organise des événements, des points de rencontre. Ça peut être un café, ça peut être un goûter, ça peut être une soirée. Donc c'est elle qui le décide. On a en fait un groupe privé sur Facebook parce que Madagascar fonctionne essentiellement par Facebook. Et Donc précisons que toi, tu es en France.
Moi, je suis en France, ouais, c'est ça. Hmm. Donc, je fais tout effectivement à distance. Donc, on fait ce type d'événement-là. Je contacte principalement des connaissances qui ont soit des cafés, soit des restaurants, soit un lieu. Donc, on organise ça ensemble. Je lance les inscriptions, par exemple. Donc là, c'est vraiment pour qu'elles sortent de la solitude, qu'elles se voient entre elles. Et en général, il y a une personne qui va chapeauter l'événement. Donc, ça peut être un thérapeute, ça peut être un coach, ça peut être une maman, ça peut être peu importe, mais une personne qui va fluidifier en tout cas l'événement. Ensuite, on travaille beaucoup sur l'estime de soi et la confiance en soi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, c'est qu'elles réapprennent à s'aimer. Donc là, on met en place via des visios beaucoup de coaching. Et là, ce sont des bénévoles ici en France, des psychologues, des thérapeutes, des coachs, des femmes aussi, des mamans. Et là, on a des thèmes qu'on aborde. On a un accompagnement qui se fait. Donc moi-même aussi, je propose un accompagnement. Et puis voilà, on travaille vraiment ensemble pour qu'elles puissent retrouver, premièrement, confiance en elles. Et après, on travaille sur l'estime de soi. C'est quelque chose qui est particulièrement ancré dans la tradition malgache, cette dénigration des femmes solo. Oui, parce que si tu veux, c'est pas quelque chose qu'ils font spontanément. C'est qu'ils ont une valeur qui est rigide, qui est autour de la famille. Donc, on réussit quand on a une famille. Donc, on s'identifie autour de cette réussite-là sociale, donc qui est la famille. Donc, du coup, quand tu ne l'as pas, automatiquement, tu es pointé du doigt. Tu vois? Hmm. C'est pas forcément un dénigrement volontaire, mais c'est parce qu'on a une valeur qui est bien de base, mais elle est figée. C'est-à-dire qu'on on tient pas compte après des histoires de vie, des erreurs ou d'un événement qui n'est pas dû de notre fait, et on n'en tient pas rigueur. Donc on va demander à cette personne-là de rentrer en fait coûte que coûte dans cette valeur, en tout cas ce modèle que la société a construit. Donc c'est comme ça qu'on en arrive à, si tu veux, un papa ou une maman. C'est ce qui me choquait le plus. Je me dis aujourd'hui, ils aiment leur fille. Et le lendemain, elle se retrouve maman solo. Et je pense que là, on ne parle pas d'amour, mais c'est vraiment parce que la société, elle est trop rigide. Les parents se disent, voilà, tout le monde va nous pointer du doigt, on va dire que, et donc pour eux, c'est pris comme un déshonneur, tu vois, c'est pris plutôt dans ce sens-là. Et soit on va la rejeter, effectivement, soit on va lui faire comprendre qu'elle est à l'origine de cette défaite et de ce déshonneur. Et est-ce que dans ces cas-là, homme célibataire ou solo, disons, est traité de la même manière? Absolument pas. Absolument pas. C'est vraiment un poids qui est posé sur les épaules de la femme. Hmm. Vraiment. Donc l'homme s'en sort toujours indemne. Alors ouais, c'est vraiment une culture aussi très machiste ou très patriarcale. Donc non, non, c'est uniquement sur les épaules de la femme. Et donc, est-ce que ces femmes sont poussées dans une sorte de suradaptation? Quoi qu'il arrive, il faut sauver l'apparence de couple. Alors au départ, je pense que oui. Au départ, je pense que oui. Et beaucoup subissent leur mariage parce qu'il ne faut pas décevoir en fait. Il faut vraiment pas décevoir la famille. Il faut pas rater non plus. Donc il y a beaucoup de femmes qui endurent la souffrance. Ça, c'est une certitude. Et puis quand vraiment elles n'y arrivent plus et qu'elles décident de partir, alors après, il faut savoir que dans plusieurs cas aussi, pour ne pas dire majoritairement, c'est pas elles qui partent, c'est Mhm. l'homme. Elles vont subir de plein fouet cet échec. C'est quelque chose que je comprends de ce que tu décris est très fort à Madagascar. Est-ce que tu trouves que en France, on a ce profil-là Dans le sens où la maman solo est incriminée. où elle perd l'estime de soi?
Je pense que oui, mais d'une manière différente. Parce que ça reste un échec, hein, de toute manière, hein, dans le bon sens du terme. Quand on décide de vivre à deux et que finalement, c'est pas aller jusqu'au bout, c'est un échec. Maintenant, la différence, c'est que à Madagascar, c'est un échec où c'est 100% sur la femme. Et c'est un échec qui va avoir un impact sur toute la famille, sur toute la société. Donc c'est quelque chose d'absolument lourd. Ici en France, je pense que ça reste à juste titre un échec personnel. Hmm. Donc la femme, elle, va le vivre comme un échec personnel. Donc oui, il y a une perte d'estime de soi, mais ça va pas durer. En tout cas, ça ne dure pas trop longtemps. Des femmes solo, les mamans solo qui sont dans mon entourage, c'est dur au départ. Euh, D'ailleurs, on le cache. Des fois, on attend un Hmm. petit peu parce que ça reste un échec personnel. Mais après, justement, on a une culture qui est différente, qui fait que, bon, écoute, c'est un échec, ouais, ça n'a pas marché, mais voilà, il y a un Hmm. demain, il y a un avenir, et donc du coup, elle se relève. La période de transition est plus courte. Alors qu'à Madagascar, j'ai l'impression que la transition, elle est presque éternelle finalement. Il y a pas de vie après, tu vois, il n'y a pas d'espoir après. Parce que c'est difficile de retrouver quelqu'un d'autre. Alors ça va être difficile d'y répondre, mais je pense que c'est plus difficile parce que bah, t'es maman solo. Donc, à moins de retrouver peut-être un papa solo qui comprend et qui ne veut plus repasser par là, euh, ouais, c'est vraiment mal vu, quoi. C'est très mal vu de se mettre en couple avec une maman divorcée, une maman célibataire, ouais. Et est-ce que les femmes veuves sont aussi dans ce cas de figure? Non, il y a plus de tolérance. Il y a plus de tolérance puisqu'elles ont perdu leur mari. Il y a beaucoup plus de tolérance et je pense il y a pas vraiment de condamnation. C'est difficile pour moi de répondre à cette question parce que je n'ai pas eu le témoignage de maman veuve, si ce n'est celui de ma maman, ouais, qui a perdu du coup son conjoint il y a 5 ans maintenant, et qui m'a dit que en fait, le fait de devenir maman, enfin de devenir veuve, elle a dit, on fait moins attention à toi. Parce qu'il y a quand même une identité. J'ai l'impression que on est fille d'eux et après on devient femme d'eux. Mais la femme en tant que telle a pas vraiment d'identité. Donc là, effectivement, quand tu te retrouves veuve, ben, tu n'es plus femme d'eux, donc du coup, on va moins te regarder. C'est-à-dire qu'il y aura pas, on va pas t'incriminer, mais tu vas glisser peut-être petit à petit si tu t'affirmes pas dans l'oubli, dans l'anonymat. Est-ce que c'est ce travail-là qui t'a guidé vers l'accompagnement pour les femmes? Ouais, tout à fait. Alors, c'est-à-dire que je faisais déjà un accompagnement auprès de ces mamans-là, mais pour moi, c'était spécifique pour ces mamans-là. Je n'avais pas imaginé que j'allais faire la même chose ici en France. Et entre l'association et ces ateliers-là, j'ai d'abord lancé mon auto-entreprise dans l'événementiel engagé. Donc, c'est la création d'événements autour de l'art, mais Mhm. je dis engagée parce que si tu veux, j'ai été touchée vraiment par l'histoire de toutes ces mamans-là. Et je me suis rendu compte en fait qu'elles subissaient tout ça à cause d'une culture, à cause d'une religion, et qu'elles étaient finalement coincées, tu vois, Mhm. à cause de tout ça. Donc du coup, je me suis dit, je voudrais crier ça en fait sur tous les toits, dire stop.
stop à ça, pouvoir dire aux parents, mais arrêtez avec vos règles, votre fille est en souffrance, plutôt que de lui dire, écoute, c'est un déshonneur sur la famille, relevez-la. Donc, plutôt que d'aller manifester dans la rue et dire, on ne veut plus ça et se manger des tomates, je me suis dit, je vais créer des événements et je vais utiliser l'art pour dénoncer en fait ces dictates, ces injonctions, ces cultures imposées par la société pour tenir la femme prisonnière. Donc du coup, tu vois, j'ai organisé un défilé, un spectacle où en fait l'art parlait. L'art parlé. Et là, en fait, ce qui est bien dans l'art, c'est que le message passe et chacun reçoit le message avec ses propres codes d'analyse. Donc là, tu sais que tu ne choques pas les gens, mais voilà, ils reçoivent le message et après, c'est comme ça, petit à petit, qu'on va pouvoir amener le changement. Donc là, je me suis vraiment positionnée pour soutenir la femme sur la place publique. Vraiment, Ouais. c'est l'engagement que j'ai pris d'être la voix de toutes ces femmes qui ne peuvent pas parler. Donc j'ai dit, je vais parler pour vous, mais je me suis rendu compte au départ qu'à trop vouloir secouer le cocotier, le coco leur retombait sur la tête à ces mamans solo là de Madagascar. C'est pour ça que je me suis retirée. J'ai dit, je vais plus trop parler du moins à Madagascar. Et je me suis retirée et j'ai dit, je vais parler de manière plus subtile, de manière vraiment aussi à les sublimer, puisque dans l'art, on va parler de la femme, donc on les sublime aussi. On prend une histoire glauque et on va sublimer cette histoire-là. Donc du coup, j'ai utilisé l'art pour travailler avec des artistes engagés, pour dénoncer vraiment Mm. tout cela. Et avec l'association, avec cette partie événementielle-là, je me suis retrouvée face à des femmes ici en France qui étaient dans le besoin Mm. et qui avaient besoin d'être accompagnées parce que voilà, Oli, effectivement, tu parles de ça et tout. Ça me concerne. Qu'est-ce que tu peux proposer? Oui. Et c'est là où j'ai dit, bon, écoute, je vais accompagner ces femmes. Je vais accompagner toutes ces femmes qui sont bridées par une loi, et peu importe laquelle, ça peut être la loi Mm. imposée par la société, par une religion, par une culture, éducation, mais en tout cas, amener ces femmes vers leur propre liberté, c'est-à-dire retrouver qui elles étaient. Et là, je reprends, tu sais, le thème de tout à l'heure, quand Oui. je te disais, des fois, elles ne le savent pas, elles savent pas qui elles sont, parce que si je parle de la culture, en tout cas de Madagascar, à Madagascar, tu ne nais pas au lit, tu ne nais pas Julieta, mais tu nais malgache. Et en fait, on va t'éduquer, on va t'élever dans l'identité vraiment de ce qu'est un bon, une bonne malgache. Donc, Ok. l'individu n'existe pas. Tu dois. Tu es la fille de, tu dois. Tu es là-bas, tu dois. Tu dois, tu dois. Il n'y a que ce que tu dois être Et peu dans la importe ce que tu société. veux, ce que tu Ouais, ouais, penses, ce que tu ouais. ressens. Mm. Un enfant, par exemple, il va sentir, en tout cas, c'était mon histoire, hein. Moi, c'est pour ça que je me suis mise naturellement dans cette aventure. C'est parce que moi, je suis née ici en France jusqu'à l'âge de 11 ans. Et quand je suis arrivée à Madagascar, si tu veux, je ne correspondais pas à la bonne malgache. Ben oui, tu ne J'étais l'étais pas. malgache. Bah non, j'étais malgache physiquement, mais dans toute ma façon d'être, de penser, de parler, je n'étais pas une malgache. Et donc, on m'a demandé d'arrêter quelque part d'être qui j'étais. Arrête. Tu dis trop, tu parles trop, ne fais pas ci, regarde, machin va te regarder, les gens vont penser. Et ça a été ça pendant toute mon adolescence, pendant toute. Parce que tu y as habité, tu as déménagé. Ouais, ouais, mes parents ont voulu rentrer, donc j'y ai habité pendant 8 ans. Ok. Donc de mes 11 ans jusqu'à l'obtention de mon bac, en fait, 7 8 ans. Et ça a été que ça, je dérangeais, en fait, de par ma personnalité. Donc on me demandait de me taire face à des injustices, parce que l'enfant ne peut pas parler, en fait. C'est pas tes histoires, ça te regarde pas. Et donc voilà, je dérangeais. Et c'est bien après, quand je suis revenue ici en France et que je me suis dit, bon, qui je suis?
Oui. Bah, j'ai repris en fait tout ce qu'on m'a dit que je devais être et j'ai vécu des années où bah, je me suis perdue en fait parce que je faisais des choses qui ne me correspondaient pas et il m'a fallu beaucoup de temps avant de réaliser et encore beaucoup de temps, j'étais perdue et j'ai mis beaucoup de temps à pouvoir me retrouver. Et j'ai compris il y a pas longtemps, justement dans cette période où j'ai commencé à mettre en place les accompagnements, qu'en fait c'est cette culture-là en fait qui m'avait embrouillée, qui avait voulu enlever en fait ma personnalité pour me faire correspondre à une bonne malgache, tu Oui. vois. Et donc c'est pour ça que je me dis aujourd'hui que celles qui sont nées à Madagascar, elles ne savent pas forcément qui elles sont, parce on leur a donné en fait un mode d'emploi. Voilà. Et est-ce Quand que tu tes parents avaient une attitude différente quand ils étaient en France et après quand ils habitaient à Madagascar? Non, mon éducation n'a pas changé, mais justement, c'est beaucoup plus tard hein, que j'ai compris en fait quelques comportements, par exemple de mon papa. Moi, je me suis toujours sentie aimée, mais profondément aimée par mon papa, et je sais qu'il a aimé aussi ma personnalité. Et là où j'avais pas compris à l'époque, c'est que lui-même justement en avait souffert de ce regard pesant des autres. Et ben des fois il me demandait inconsciemment de modifier juste le temps d'eux. Voilà, il y a quelqu'un qui va arriver, évite d'eux, essaie d'eux parce qu'ils vont dire. Alors, il a Mm. toujours bien dit parce que les autres, hein, il m'a jamais demandé de changer, mais si tu veux, à l'époque, je comprenais pas pourquoi. Mm. Pour moi, c'était de l'hypocrisie. Pour moi, c'était faire semblant. Et lui-même, je pense il était incapable, en tout cas, de l'expliquer. C'était un Mm. automatisme. Et ça, je l'ai compris que maintenant, tu vois, il y a 2, 3 ans que j'ai compris, en fait, pourquoi, en fait, il me demandait ce genre de choses-là. Mm. Et donc, voilà, mes parents n'ont pas changé, mais j'ai vraiment senti une grande différence par rapport à ce que j'étais, en fait, qui j'étais. Je Ouais. ne pouvais plus m'exprimer de la même manière. Peut-être connaissant les habitudes et le fonctionnement malgache, ils voulaient te protéger des mauvaises langues, des choses qui leur Ouais, paraissaient importantes. ouais, tout à fait. Et donc, ton parcours, tout naturellement, t'est amené vers l'accompagnement de la femme dans son estime, dans son droit d'être soi. C'est ça. Si tu veux, aujourd'hui, je refuse. C'est vraiment un mot que j'utilise. Je refuse qu'une femme ne s'aime pas. C'est et je parle vraiment de moi-même hein, pendant toutes ces années où j'étais perdue. Comment on peut ne pas s'aimer à ce point? Comment on peut se dénigrer, tu vois? Moi, j'ai toujours été quelqu'un de très positif pour les autres. Quand je voyais une femme à terre, c'est instinctivement, mais pourquoi et tout? Je la relevais, je la et pourtant j'étais dure envers moi-même. Et Oui. je me suis posé la question, j'ai dit: «Mais pourquoi, ce que tu dis aux autres, tu pas à te» mais vraiment, je n'arrivais pas à me l'appliquer. Mm. Et donc pour moi, aujourd'hui, c'est quelque chose d'inconcevable. Vraiment, je refuse qu'une femme ne s'aime pas. Surtout quand tu vois la puissance de l'amour d'une maman, vis-à-vis de Oui. ses enfants, l'enfant qui est handicapé, l'enfant qui a une malformation, l'enfant qui a des retards à l'école, tu vois? Un enfant qui va être rejeté par la société. Quand tu vois l'amour de la femme, enfin de la maman par rapport à son enfant qui va le porter, qui va lui dire non, tu es beau, non, tu es fort et tout. Et toi? Et toi, Oui. pourquoi tu ne t'aimes pas de la même manière, tu vois? Parce que cet enfant-là, il a besoin aussi de voir une maman qui s'aime, une maman qui prend soin de soi, une maman qui se respecte, parce que on construit un enfant aussi, au-delà des mots et de l'action, par rapport à ce qu'on fait. Donc un enfant qui voit une maman qui se néglige, qui ne s'aime pas, ça va l'affecter aussi. La maman C'est aura beau sûr. dire: «Tu es beau» et tout. Donc c'est pour ça que j'ai dit: «Je refuse». Aujourd'hui, c'est vraiment, je refuse de voir une maman plus particulièrement se dénigrer. Et ce qui Euh, est encore plus frappant quand tu le dis, j'ai vraiment cette image-là, c'est que les femmes sont capables de cet amour inconditionnel et on peut voir dans les exemples que tu as donnés la force que les femmes ont. mm, Avec cet amour, elles sont capables de surmonter
tellement de difficultés, tellement d'obstacles et Mm. obtenir des résultats absolument magnifiques. Et au fond d'elle, elle se prive de cette force pour elle-même parce qu'elle ne s'aime pas. C'est ça, c'est ça. C'est exactement ça. Et là, c'est ce que je disais à une maman avant de faire ce podcast. Son enfant a quitté le nid parce que c'est l'âge. Et Et c'est la rentrée aujourd'hui, on est voilà, 2 septembre. c'est ça. Et donc, il y a eu cette séparation et elle s'est retrouvée vide. Elle s'est retrouvée sans repère. Et Hmm, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, tu sais, les enfants, justement, sont faits pour nous quitter un jour. Donc, ouais, tu vois, toute la force qu'on met dans l'éducation d'un enfant et tout, euh, c'est finalement, c'est une période très courte dans notre ouais, vie de femme parce que l'enfant grandit vite et ils partent. Et après, il te reste plus que toi. Toi que tu as oublié pendant des années, on va dire 18 ans minimum, pendant 18 ans, tu ne t'es pas aimé, tu ne t'as pas pris soin de toi, tu vois, tu t'es complètement hmm, oublié. Et c'est ça que je veux dire, c'est que un enfant, il part après. ouais, Toi, tu restes. Tu vas c'est ça. rester avec toi-même. Donc, prends soin de ton enfant, mais toi, ne t'oublie pas. C'est vraiment le message, en fait, que je porte à ces mamans-là. Et dans les ateliers que j'ai mis en place, j'ai mis un point d'honneur sur le passage à l'action. Mhm. On va parler de tes ateliers parce que c'est passionnant. Juste avant, je voulais finir la réflexion que tu partages de ce vide quand les enfants s'en vont. Ouais. Parce que souvent, en fait, c'est un vide qui existait avant d'avoir un enfant. Les femmes qui se sont jamais connues Mm, et donc qui, depuis toute jeune ou toute petite, cherchait de la reconnaissance chez les autres et qui mm, cherchait à plaire, à être aimée par les autres mm, pour trouver sa propre valeur. mm. Et donc, naturellement, elles vont se mettre en couple, avoir un enfant, et cet enfant va remplir ce vide qu'elles n'ont pas su remplir par ses propres passions, par son propre amour pour soi. Et donc, quand l'enfant physiquement va s'éloigner, elles vont retrouver ce vide qui va devenir encore plus béant et encore plus douloureux. Ouais, tout à fait. Ouais, t'as bien raconté leur Mhm. histoire. C'est tout à fait ça en fait, parce que euh, c'est ce que j'ai expliqué à cette maman. La séparation est douloureuse. Elle sera toujours douloureuse puisque on a eu l'habitude d'avoir cet enfant-là pendant 18 ans, sa présence et tout. Par contre, le vide ne doit pas perdurer. Que la maison soit vide, c'est normal. Même Bien physiquement, il est sûr. plus là. L'enfant Mais n'est plus même là. le vide émotionnel, parce Voilà, qu'il est c'est ça, normal. tout à fait. Mais quand je parle de vide dans le sens péjoratif, c'est la perte de sens, en fait. Quand ta vie n'a plus de sens, quand l'enfant part, c'est qu'effectivement, il n'en avait pas dès le départ. Parce que quand tu es né, tu avais déjà une identité, tu avais déjà une personnalité, et le fait de devenir maman, c'est un statut. C'est pas une identité en soi, c'est un Mhm. statut, c'est une nouvelle compétence en fait qui rentre dans ta vie de femme. Comme quand tu deviens épouse aussi, c'est un nouveau statut, c'est une nouvelle compétence. Mais toi, ton identité, elle était déjà là dès le départ. Sauf que, comme on l'a vu, bah, c'est finalement une identité qu'on t'a donnée avec un mode d'emploi. Tu es. Donc, effectivement, quand l'enfant part, on se dit bah, qui je suis finalement, puisque Ouais, la vie avait pris sens au travers de cet enfant-là. Et quand l'enfant part, on se dit bah, le sens est parti, qu'est-ce qui me reste? Donc, c'est vrai que c'est un vide qui existait déjà au départ. exactement. Et on va parler des ateliers que tu organises, que tu animes, parce qu'on parle très souvent dans la même phrase de l'estime de soi et la confiance en soi. Oui, Avant qu'on parle des ateliers, j'aimerais juste faire une distinction qui est pour moi essentielle, tout à fait. parce que les deux ne se travaillent pas de la même manière et ne sont pas dans la même sphère quelque part, Mm, émotionnelle et mentale. L'estime de soi, c'est quelque chose
dont nous avons besoin de prendre conscience. Donc, ça se travaille merveilleusement bien avec les coachs, les thérapeutes, parce que ça passe par la parole et par la compréhension. Qui suis-je? Quelles sont mes valeurs? Et où se trouve ma valeur et où je mets ma limite? C'est Mm, une action purement, on va dire, mentale et émotionnelle. Mais la confiance en soi, c'est toute une autre paire de manches. mm, Et tu le démontreras parfaitement bien en racontant tes ateliers, mais l'estime de soi, on ne peut pas l'apprendre en parlant, en réfléchissant, en lisant. C'est mm. comme du ski ou de la natation. On peut lire tous les bouquins du monde avant de se mettre sur les skis et dévaler une pente et se casser la figure trois, quatre fois et savoir qu'on peut se relever et répartir, on ne pourra pas acquérir la confiance en soi. C'est quelque chose qui s'acquiert en faisant. Raconte-nous comment tu le travailles. Alors c'est vrai que l'estime de soi et la confiance en soi, c'est deux notions différentes. C'est pour ça que quand je présente par exemple l'association, je dis qu'on a plusieurs volets. On travaille sur les sortir de la solitude, on travaille sur l'estime de soi et la confiance en soi. C'est vraiment deux choses différentes. Et l'estime de soi, comme tu disais, pour moi c'est un process en fait. C'est Mm. pas quelque chose avec un résultat. Tiens, tu prends du café, tu mélanges et tout, et tu vas avoir ton café. C'est un process, c'est quelque chose que tu dois travailler en fait tous les jours pour apprendre à t'aimer, pour apprendre à, enfin, voir tes propres limites, voir quelles sont tes valeurs. C'est te définir, c'est vraiment l'estime de soi. La confiance en soi, c'est quelque chose qui se construit au travers de l'action. Donc là, quand tu prenais l'exemple du ski, donc tu auras beau apprendre la théorie, si tu vas voir, il faut passer à l'action. Oui. Tu vas prendre confiance en toi une fois que tu vas dévaler cette piste-là, peu importe comment tu vas le faire, mais tu vas le faire. Et c'est là où tu vas construire ta confiance. Tu vas voir que tu es capable de faire une chose. Tu vas reconnaître tes compétences, tes capacités. Et c'est l'intérêt vraiment de la création de tous ces ateliers-là, c'est de passer à l'action. Donc moi, je suis vraiment, je mets toujours tout ensemble, le sortir de la solitude, travailler l'estime de soi et la confiance en soi. Pourquoi? Parce que dans mon parcours, il y a beaucoup de choses pour lesquelles j'ai été consciente, mais je ne pouvais juste pas le faire toute seule. Oui. Parce que quand tu manques de confiance en toi, quand tu manques d'estime, c'est compliqué de le faire toute seule. Donc moi, Mm. vraiment, l'idée de ces ateliers-là, c'est de pouvoir le faire ensemble. C'est viens, tu n'es pas toute seule, viens, on va le faire ensemble. Et je suis vraiment là, en fait, pour être, j'arrive pas à trouver le bon mot. Je ne sais pas si tu m'aideras, si les personnes qui nous écoutent pourront m'aider. C'est être vraiment cette béquille. Tu vois, la béquille, on a l'impression que c'est péjoratif, mais en fait, la béquille, elle a vraiment tout un sens. Quand tu ne peux pas marcher, tu as besoin d'une béquille. Et cette béquille-là, c'est celle qui va t'aider à accomplir. Mais c'est toi qui le fais, c'est pas la béquille. La béquille, elle bouge pas toute seule. C'est toi Mm. qui bouge la béquille, tu vois. Donc, mais c'est quelque chose qui t'aide, sur lequel tu peux t'appuyer. Et moi, c'est vraiment le rôle que je voulais endosser auprès de ces femmes-là, c'est être une béquille. Parce que quelque part, quand tu es coach aussi, accompagnateur, il y a une part qui est à toi. Tu te dis oui, j'ai fait. Que la béquille, tu vois, il y a aussi une notion d'humilité. C'est la personne qui te prend toi et c'est elle qui s'appuie sur toi et qui va t'utiliser pour être ce qu'elle est. Donc moi, c'était vraiment l'idée d'être une béquille. Tu n'es pas toute seule, viens, je suis avec toi. Et le deal, c'est que je suis avec toi, tu me prends comme béquille, par contre, on passe à l'action. Mais on passe à l'action en douceur. On va faire quelque chose pour que tu puisses voir ce dont tu es capable. Et qu'est-ce Et que donc vous faites pendant ces ateliers? on fait un premier rendez-vous où on va faire un petit peu ce qu'on est en train on va partager un moment comme celui qu'on est en train de partager là, toi et moi, où on va apprendre à se connaître. Et on va essayer de voir l'action qu'on peut mettre en place. On va essayer de comprendre quand est-ce que les choses se sont cassées, les choses, on fait une pause. Tu vois, on va essayer de débrailler un petit peu le chemin et ensuite, on va établir une feuille de route qu'elle va mettre en pratique
durant l'atelier. L'atelier, aujourd'hui, on a plusieurs activités. Elles peuvent choisir le théâtre, la photo, la danse, l'écriture. Donc, c'est une mini autobiographie. Elles ont aussi la possibilité de faire du fit et de la peinture. Et si tu veux, c'est elles qui choisissent l'atelier qui leur parle le plus. J'ai envie de faire du théâtre. OK. Donc là, quand on va travailler, on va voir qu'est-ce que tu pourrais mettre en place qui va t'aider à comprendre qui tu es. Hmm. Le passage à l'acte, tu vois. Et ensuite, elles vont faire l'atelier. Si c'est du théâtre, par exemple, on aura choisi de raconter le moment le plus douloureux dans sa vie. Et c'est elle qui va le mettre en scène. C'est elle qui va, on va lui donner plusieurs options. Est-ce que tu voudrais rectifier? Est-ce qu'il y a des choses que tu vois? Elles vont pouvoir vraiment se réapproprier cet événement-là et voir qu'elles peuvent le maîtriser. Hmm. Dans le sens où, OK, c'est arrivé, mais qu'est-ce que tu peux faire maintenant? Tu vois, Hmm. le passage à l'action. Et ensuite, on a un entretien de clôture où, principalement, c'est pour mettre en avant le travail qu'elles ont réussi à faire. Vraiment pour dire, tu vois, on était parti de ça, faire un petit feedback. Voilà ce Bien qu'on a sûr. réussi à faire et tout, et dire voilà les résultats. Tu as réussi à faire ça, tu as réussi et pour l'avenir. Donc voilà, l'objectif de ces ateliers, c'est vraiment sortir encore une fois la maman de sa solitude, l'accompagner et l'aider à être soi-même, elle-même en passant à l'acte. Et ce sont des ateliers qui se passent à distance ou en vrai présentiel? Alors là, tout est en présentiel. Parce que même pour moi, j'avais besoin de contact, d'être avec ces mamans-là. Et là, pour septembre, je suis en train de réfléchir si je vais pas mettre en place des ateliers distanciels. Parce que j'ai quand même eu des mamans qui m'ont sollicité. Donc, effectivement, ça sera pas du théâtre, ça sera pas de la Mhm. danse, mais je suis en train de voir quelle forme d'art. Par contre, je tiens à préciser l'atelier mini autobiographique, lui, il est en distanciel. Donc, Donc puisqu'on l'atelier d'écriture. ouais, on n'est pas forcément obligé de se voir. Donc là, voilà. Et ce sont des ateliers que je co-anime. Donc ce sont, moi je fais l'avant, la préparation, je fais la clôture et j'accompagne en fait la maman durant l'atelier. Par contre, ce sont d'autres mamans qui animent l'atelier. Et ce sont des ateliers qui ont une suite, c'est une série d'ateliers qu'il faut suivre ou c'est one shot? C'est one shot. Et tu peux tous les faire après. Donc après, si tu veux, j'ai commencé par ça et on verra après, selon la demande des mamans, si on peut mettre en place justement peut-être un atelier qui va travailler différentes parties Hmm. de la confiance en soi, par exemple. Donc ça sera un petit parcours où on commencera par exemple par l'écriture et puis après par le théâtre, on passe par la peinture. Peu importe, tout ça c'est en réflexion. Je suis absolument fan parce que on voit tout de suite la profondeur de travail que tu proposes et cette étape de on fait connaissance, on discute d'abord, on se reconnecte à soi et à l'autre qui va travailler avec moi et surtout la clôture qui est la Mm, célébration mm, de travail accompli. Ce sont vraiment deux étapes essentielles dans le processus aussi mm, d'augmenter sa confiance en soi. Et c'est tellement rare dans notre société où on a des soit rythmes effrénés et quand on mm. arrive à la maison, souvent le repos, c'est canapé, Netflix, Ouais, déconnexion, mais réellement sorti de son corps et de sa tête. c'est Donc, ça. cette réconnexion dans la connaissance de soi, dans l'amour de soi est absolument magique. Où est-ce qu'on peut les faire? Parce que c'est en présentiel, dis-nous où on peut les trouver. Alors, on peut les trouver du coup là où j'habite et j'habite dans la région de la Haute-Savoie, plus particulièrement à Bossé. Donc, dans le 74. Après, moi, je peux me déplacer et c'est toujours selon l'emploi du temps aussi de la maman, comme tu l'as dit. Principalement pour l'instant, c'était autour de chez moi, donc Bossé, Collonges, Archamps, Saint-Julien, Annemasse.
Voilà, Euh, si vous voilà, êtes dans cette région-là, je mettrai le lien dans la description, comment on peut te trouver. Et allez voir, intéressez-vous, offrez-vous cette bulle magique de tellement. confiance de soi et d'estime de soi. Merci beaucoup, Oli. Merci J'espère, à toi, Julieta, j'espère surtout. que tu as passé un bon moment. Ouais, super, vraiment super parce que ça me permet aussi de me recentrer. Tu sais, quand on est lancé dans cette machine, on a besoin des fois de faire des pauses pour revoir l'essence de notre mission. Pourquoi est-ce qu'on l'a fait? Et j'ai trouvé vraiment ce moment super, authentique. Donc, merci beaucoup à toi. Est-ce que tu aurais le mot de la fin? Le mot de la fin, en fait, je crois que je vais reprendre ce que j'ai déjà partagé tout à l'heure. Je refuse, chère maman, que tu ne t'aimes pas. Et je comprends vraiment ta solitude, je comprends ta détresse, je comprends ton incapacité aujourd'hui de pouvoir le faire, mais je suis profondément convaincue que tu as envie. Donc moi, vraiment, ce que je te propose, c'est de m'appeler et on le fait ensemble, à ton rythme, et tu verras que tu vas y arriver et que tu pourras dire, comme toutes celles que j'ai accompagnées, une maman qui se dit que je me regarde pas dans le miroir et aujourd'hui qui me dit, Oli, je me regarde dans le miroir et je me dis, je suis belle. Eh ben, tu vas faire la même chose, vraiment. On va y arriver et tu verras, c'est toi qui vas le faire à ton propre rythme. Intéressez-vous aux propositions de Oli parce qu'elle vous propose de vous reconnecter à votre plus grande et plus belle force que vous avez de s'aimer soi-même. C'est Merci ça. beaucoup. Merci à toi, Julieta. Un grand merci pour avoir écouté cet épisode de La clé de soi. Je vous invite à découvrir d'autres partages et d'autres personnalités dans les différents épisodes de ce podcast. Vous les trouverez bien évidemment sur votre plateforme d'écoute préférée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager sans modération afin de faire résonner la voix de ces personnes inspirantes. Votre soutien est ma clé pour inspirer davantage de vie. Grand merci à vous.